Bonjour tout le monde et bienvenue sur la tour de commandement. Ici Emeric et je suis avec Abel. Salut tout le monde. On pensait en avoir fini avec la marche des machines, eh bien c'est faux puisque après la marche des machines, il y a ce qu'on appelle la marche des machines le jour d'après. Et donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur les commandants de ce set, il y en a une vingtaine. Donc on va attaquer ça tout de suite, mais avant ça, les pubs. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et du coup, on va commencer avec le premier commandant, qui est Tazri Résistante Vaillante. C'est une créature légendaire humain et guerrier, c'est une 3-3 pour 2 et un mana blanc. Chaque créature que vous contrôlez a engagé, ajoutez un mana de n'importe quelle couleur de cette créature. Ne dépensez ce mana que pour activer une capacité d'une créature. N'activez que si cette créature a une autre capacité activée. Et pour un mana de chaque et on l'engage, on meule 5 cartes et mettez dans votre main toutes les cartes de créatures avec des capacités activées qui ne sont pas des capacités de mana parmi les cartes meulées. Ouais, beaucoup de texte pour quelque chose de très particulier quand même là pour le coup. Ouais, c'est ça, il y a énormément de restrictions, je trouve. Peut-être pour pas grand-chose, quoi. Enfin... Donc d'un côté, tes créatures, elles vont pouvoir donner du mana, mais tu peux faire ça que si elles ont déjà une autre capacité activée. Ouais, bah va falloir fouiller les classeurs en fait pour voir ce qui peut être intéressant en fait à mettre dedans. Hein. L'avantage c'est que l'identité colorée elle est de 5 couleurs, donc là on a le droit à toutes les cartes. On n'a plus qu'à fouiller. Après, des cartes intéressantes, moi j'en vois quelques-unes, mais pas non plus des masses. Hein. C'est vrai qu'on va pouvoir s'amuser avec Kinan. Ouais, voilà, ça paraît évident. Notamment Kinan, parce que du coup on va avoir du mana en plus. Donc du coup qui dit Kinan dit qu'on va pouvoir jouer avec Intruder Alarm aussi. Ouais, bien sûr. Essayer d'activer Tazri un maximum de fois, et ensuite vu que tes créatures elles peuvent donner du mana, bon faudra bien sûr leur donner la célérité aussi. En vrai il y a moyen peut-être de vider ton deck ultra rapidement, d'en balancer plein au cimetière mais c'est pas super grave. Et après, ouais, essayer de mettre des créatures actives, enfin, avec des bonnes capacités activées en jeu, et... Puis voilà, c'est parti, hein. Ouais, c'est quand même compliqué, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a peut-être qu'un jour, quelqu'un va nous sortir une liste qui va être incroyable. Mais là, comme ça, en l'état, bon, j'arrive pas trop à imaginer, quoi. Après, y a le truc où tu peux essayer d'imaginer une version où tu peux jouer Zirda en compagnon. Bien sûr, voilà, on baisse les coups. Et Zirda Zakama, on sait ce que ça peut faire, donc imagine avec du bleu en plus. Y a moyen de faire un ou deux petits trucs rigolos là-dessus, je trouve. Ouais, à voir, honnêtement. Y a un truc qui va te permettre de faire du mana bleu infini, si je dis pas de bêtises. Ça va être d'utiliser le nouveau colporteur de présage. C'est une petite unco qu'on avait vu dans l'invasion des machines, justement. Et qui dit que tu ajoutes un incolore et un bleu, tu peux utiliser ce mana que pour activer des capacités. Mais du coup, si tu utilises ce mana-là et que tu lui mets Freed from the Real, et bah du coup, tu vas pouvoir le dégager. Et vu que tu vas pouvoir le dégager, tu vas pouvoir utiliser Tazri pour refaire du mana normal. Et ainsi de suite. Et en fait, tu vas pouvoir l'engager, le dégager tout le long et donc faire énormément de mana. Ouais, c'est vrai. Et après, dans le deck, tu vas jouer Kenrith parce qu'il a des capacités activées. Et puis à un moment, voilà, tu vas faire piocher tout le monde, quoi. Ouais, on va bien trouver quelque chose à faire avec du mana infini quand même. Oui. Bah, Kinan ou Urza ou Svela. Svela, ouais. Ah oui, Svela. Ouais. Ah, mais faut que tu dégages ton... Faut que tu puisses la dégager à chaque fois, par contre. Ouais, elle s'engage, malheureusement. Aussi, oui, du coup, oui, si on veut pas le jouer en tant que commandant, dans les 99, il suffit de la mettre dans Kenrith, ça semble pas trop mal. Ça va te permettre d'aller chercher 2-3 trucs en plus, et ça permet à Kenrith de faire du mana en plus. Ce qui peut... Oui, finalement, le tribal capacité activée, c'est Kenrith, quoi. C'est Kenrith, ouais. C'est un bon ajout au deck Kenrith. Et on passe aux cartes rouges et on commence par Arni Frontacier. C'est une créature légendaire humain et berserker pour 3 dont un rouge. C'est une 3-3. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque ou qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle attaquante, vous pouvez payer 2 dons 1 rouge.
Si vous faites ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de créature avec une valeur de mana inférieure à la valeur de mana de cette créature depuis votre main. Alors, je vais sneak attack mon Ilarg. Du coup, je vais attaquer. Trigger d'attaque de Ilarg, je vais mettre une carte de créature. Et du coup, trigger d'Arnie, je vais payer 2, je vais mettre une autre créature. Une de ces créatures me donne une phase de combat supplémentaire. Et on est reparti. Et c'est reparti. Ouais. Bon, ça va être vraiment Arnie Boom Boom. Ouais, ça va te permettre de cheater des grosses bêtes en attaquant. C'est assez rigolo, je trouve. C'est ça, les cartes qui vont nous intéresser, c'est effectivement celles qui ont des effets quand elles connectent. Par exemple, des phases de combat supplémentaires ou des effets en ETB, justement, qu'on va cheater. Ouais, c'est un tribal sneak attack, hein, pour le coup, c'est rigolo. Donc ouais, on en a parlé, il y a Ilarg, il y a Delina aussi qui va bien avec, puisque du coup tu vas pouvoir lancer des dés et faire des copies. Enfin voilà, ouais, ça va être très très axé combat, pour avoir autant de mana, enfin, pour pouvoir que ça fonctionne correctement, il va falloir beaucoup de mana aussi. Mais bon, maintenant en rouge... maintenant, ouais, on a des coups de rituel. On a quand même ce qu'il faut. Ouais. Du coup, si, il y avait un dragon aussi dans les decks de Brothers War, si je dis pas de bêtises, qui a double initiative, et qui dit que les créatures qui attaquent tes adversaires ont la double initiative. Et donc si tu peux sneak attack ça il y a moyen de faire des sacrés trous. Après, tu peux t'amuser à mettre des bêtes qui ont la myriade, tu peux même jouer Kiki-Jiki si ça t'amuse dans le deck, ça va aussi. Après, voilà, là c'est rigolo, mais c'est pas non plus débile. Il va bien falloir contrôler sa curve inverse du coup de mana. Parce qu'à chaque fois, la créature, il faut qu'elle elle ait une valeur de mana inférieure. Donc il va falloir faire un petit peu de maths quand même pour bien faire une belle ligne de créature. Oh bah oui. Mais après, enfin voilà, faut pas oublier que chaque trigger d'attaque qu'on va pouvoir tricher, on peut ça se trouve, enfin... Jouer correctement, on va pouvoir mettre 2 ou 3 créatures par phase d'attaque comme ça. Franchement, c'est bourrin. Bah, on en a parlé, mais on en a pas parlé, je veux dire, mais Terreur d'Épique rentrera aussi très très bien dans le deck. Ouais, c'est ça. J'y pensais quand je parlais des ETB intéressants, justement. Terreur d'Épique tous les jours. Ah, avec Arnie, ouais, ça marche bien. Et en tout cas, ouais, voilà, si vous voulez mettre Arnie dans les 99 d'un autre deck, bah, comme on l'a dit, hein, le deck Purphoros 2, donc celui qui permet de faire des sneak attacks, les decks Ilarg, ou encore deck Delina, ça ira très très bien avec ça. La créature suivante, c'est un couple de créatures, c'est Plarg et Nassari, créature légendaire orc et Efrit 5-4 pour 3 et 2 rouges. Au début de votre entretien, chaque joueur exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Un adversaire choisit une carte non-terrain exilée de cette manière. Vous pouvez lancer jusqu'à 2 sorts parmi les autres cartes exilées de cette manière, sans payer leur coût de mana. Ouais, bon, c'est bourrin. C'est bourrin, c'est chaotique. On va jouer avec les decks des autres, c'est rigolo. Il y a un petit côté, qui m'embête, c'est vraiment la dernière ligne, quoi. Le fait qu'il y ait un sort qu'on va pas pouvoir lancer, qui va être choisi par les adversaires. Ouais. Ça, pour moi, tu déchantes un peu quand même. Après, si tu montes correctement ton deck, à chaque fois, t'es sûr qu'ils choisiront tes cartes à toi. Ouais. Tu fais exprès de mettre vraiment que des gros trucs. Ouais. Après, voilà, c'est chaotique, hein. C'est juste, on peut tomber sur des cartes incroyables comme sur des cailloux à 2, quoi. Cailloux à 2 ou même un contre. Mais ouais, le côté justement exil qui va te permettre aussi de pouvoir profiter d'un petit peu de tout, je sais pas, ça me chauffe bien, ça a l'air cool. C'est toujours sympa, hein, franchement, ce genre de choses. Puis maintenant, en rouge, on a ce qu'il faut en termes de package pour profiter des effets quand on lance des sorts depuis l'exil. Exactement. Entre des sources de dégâts, on peut avoir la cascade sur les sorts qu'on lance depuis l'exil. On a le droit des trésors, on a le droit à des dégâts, on a le droit à tout maintenant. Ouais. Et non, ouais, franchement, c'est vraiment un deck, je pense qu'il va être joué. Voilà, ce genre de texte, quand même, ça fait rire en général. C'est toujours amusant, surtout dans notre format, justement. Ça va être joué, mais ça va être joué pépère, tu vois. Ça va pas essayer d'aller chercher la ligne qui permet de gagner, puisque de toute façon, ça va dépendre uniquement de ce que les autres vont jouer. Donc, Là, comme ça, j'en vois pas. Et s'il y en a une, je pense qu'elle est vraiment, vraiment particulière pour le coup. Ouais, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? On peut rajouter un Italie, ça mange pas de pain, c'est toujours bien dans le deck. Oui, bah c'est le même effet, quasiment. Ouais. Sauf que l'Italie, ce sera que à l'attaque, du coup. Ouais, bah on peut mettre des doubleurs de trigger, justement, hein, histoire de faire son effet 2 fois à l'entretien. Ouais, donc ça va être quoi ? Ça va être Résonateur strionique, par exemple, qu'on va pouvoir rajouter. Ouais, ça semble pas trop mal, ouais, de pouvoir effectivement copier le truc. Tu le fais 2 fois, un des adversaires enlève une carte hyper problématique et on lui redonne un
un choix à faire. Franchement, c'est un deck qui fatigue aussi. Je veux dire, tu les as à l'usure, hein, Il les y avait adversaires. Ouais, il y avait le sort dans les decks commandeurs de Strixhaven. Je sais pas si tu te souviens, il y avait la capacité Demonstrate qui faisait que tu peux copier le sort et machin. Bah en fait, le sort rouge de ce cycle, c'est la capacité de Plarg et Nassari. C'est exactement ça. En gros, tu mélanges. Et donc du coup, tu vas révéler la carte du dessus, tu peux la jouer et il y a un adversaire qui va faire pareil. Donc bon, ça peut être sympa aussi. Oui, et puis là, franchement, voilà, on a dit, je me souviens qu'à l'époque, on a dit que ce cycle était pas incroyable, mais il est drôle en fait. Voilà, c'est parfait. Oui, il est pas incroyable dans une optique où on voulait que le deck C'est fonctionne ça, mais là, correctement. c'est pareil, c'est le deck Là, qu'on si veut c'est juste jouer, pour hein. faire des bêtises, ouais. C'est ça, le deck, ça va juste être du spectacle tout le long, on va voir ce qu'on peut faire. Tu peux faire un P foireux comme tu peux vraiment partir vraiment très loin, donc ouais. Ouais, après C'est l'avantage, intéressant, je trouve. tu vois, dernièrement, avant la nouvelle Italie, ce genre de truc, ouais, c'était Italie, mais tu pouvais tomber sur des terrains. Là, au moins, on te précise bien, une carte non-terrain. Donc déjà, tu vas lancer des sorts. Là-dessus, t'es tranquille, tu vas les lancer. Tu vas pas savoir ce que c'est, mais tu vas pas pouvoir prouter complètement. Et ouais, non, mais ça a l'air intéressant en tout cas. Très marrant, Plarg et Nassari. Puis ça rentre dans des decks, du coup, aussi. Oui, bah évidemment Prosper, ou encore Faldorn, qui est la version verte de Prosper. Exactement. Ou Italie, si jamais vous voulez absolument garder Italie en tête. Et on passe directement au vert avec Nissa, animiste résurgente. C'est une créature légendaire elfe et éclaireur. C'est une 3-3 pour 3 dont un vert. Et là, le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Puis, si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte d'elfe ou d'élémental. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quoi? Mais alors du coup, on a une carte de Nissa et c'est plus un Planeswalker? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, bah dis donc. Là, il y a du lore qui est passé par là. Ouais, en gros, il y a des Planeswalkers, c'est plus des Planeswalkers. Voilà, ils ont perdu leur étincelle à cause de la défirection. Défirection, voilà, pas tous, rassurez-vous, hein, on va encore en voir. Sûrement des nouveaux d'ailleurs. Ouais, il y en aura encore. Il y en a encore. Et donc Nissa, c'est la première victime qu'on voit de ce truc. Voilà, bah, déjà elle est encore vivante, c'est bien pour elle. Alors, bon, sinon quoi? Ben, on a un Lotus Cobra plus, qui coûte un peu plus cher. Ouais, plus, oui et non, parce que ça va être que le premier touche-terre qui va faire le Lotus Cobra. Ouais, après, ça va te permettre d'aller chercher, de révéler jusqu'à ce que tu trouves un elfe ou un élémental. Un élémental. Voilà, bah, ça me fait penser à du Omnat un peu aussi, justement. Oui, exactement. Après, je t'avoue que pour le coup, c'est vraiment le côté élémental qui me chauffe plus que le côté elfe. Oui. Franchement, elfe, je pense que ça peut être très bien, quoi. Mais moi, c'est plus, j'en ai un peu marre de les voir. Élémental, c'est cool. Ouais, mais enfin, il y a quand même des elfes que t'as quand même envie de jouer dans ce genre de jeu, ne serait-ce que celles qui, quand tu fais touche-terre, tu fais un trésor ou l'autre, là, la Quiron Ranger qui permet de tricher. Tous les jours, franchement, mais c'est juste que, ouais, élémental, ça me paraît quand même vachement plus sympa pour le coup. Oui. Après, franchement, c'est un peu étonnant quand même de voir ce genre de texte sous Nissa. On n'a pas tellement l'habitude de ça, hein, au final. Non. Et ouais, elle est limite bof tiers, quoi, je trouve. Enfin... Et bah ouais, en fait, pour moi, c'est comme si elle avait la petite ligne fétiche qui dit que ça ne s'active qu'une seule fois par tour. En fait, vous allez avoir deux effets, mais qui ne s'activent qu'une seule fois par tour. Et en fait, ouais, pour moi, tu vois, parce qu'il y a des cartes qui peuvent être très cool, justement, exploration, bourgeoiement, histoire de l'activer. Ouais. Mais tu vas pas vouloir chercher non plus des Azusa pour vraiment continuer à touche-terre. Bon, à la limite, tu mets Azusa, mais tu sais, tu te limites toi-même à mettre que 2 terrains par tour. Ouais, tu gardes en main pour le tour d'après. Ouais. Bon, et puis après, il y aura de toute façon... L'avantage, c'est que tu vas chercher ton Ashaya. Ouais, et là c'est intéressant. Tu vas chercher ton Quiron Ranger, et puis c'est parti, tu fais la combo classique, quoi. Ouais, sinon, du coup, en fait, c'est vrai qu'on a regardé un petit peu, et en termes d'élémentaux sympas, bon, bien sûr, il y a Avenger of Zendikar, mais il y a aussi la nouvelle Titania qui était dans Brothers War, qui dit que tu peux jouer des forêts depuis ton cimetière, et que quand une forêt arrive en jeu sous ton contrôle, tu fais un élémental. Donc tu vois, ça peut être cool un petit peu de mixer un peu de ces stratégies-là, et c'est pour ça que je trouve que, je pense du moins, que la version élémentale a l'air un peu plus fun à jouer. Ouais, non mais je te rejoins complètement, hein, tout ce qui est au niveau du fun, là, oui, bien sûr.
Là, c'est plus au niveau de la puissance du deck. J'ai l'impression que quand même si on allait chercher des elfes, on s'en sortirait peut-être mieux. Elle l'est elle-même en plus, donc on peut voir une espèce de tribal elf mono vert, enfin revenir un peu aux sources, mais changer un petit peu en rajoutant du touche-terre, quelque chose d'un peu original, mais je pense que ça reste quand même plus consistant. Mais bon, ouais, moi je te rejoins, pour moi c'est quand même plus cool de le jouer élémental. Ou alors, si jamais vous avez envie de la mettre dans les 99 de deck, on a mis quoi? On a mis Omnat, le premier, mono vert, dans lequel ça ira très bien. Aizy, Tatiova, enfin... Après, il y a le Omnat qui se joue tribal élémental aussi, hein, honnêtement. Oui, c'est vrai qu'elle pourrait aller aussi dans le Omnat tribal élémental. C'est le 3 couleurs, il me va semble. Permettre... ouais, c'est le 3 couleurs. Après, le 2 couleurs, je crois qu'il fait des élémentaux en touche-terre aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, c'est vraiment mono vert rampe... mais tranquille. 2 par tour, pas plus, parce que sinon, ça sert à rien. On va attaquer du coup maintenant les commandants multicolores, et le premier c'est Calix, guidé par le destin. Donc lui aussi il a perdu son étincelle, c'est dommage et on l'a vu qu'une seule fois. Donc créature enchantement légendaire, humain et druide, c'est une 2-2 pour un incolore, un vert et un blanc. Il a constellation, donc à chaque fois que Calix guidé par le destin ou un autre enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, donc il peut cibler lui-même. Et chaque fois que Calix ou une autre créature enchantée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez créer un jeton qui est une copie d'un enchantement non légendaire que vous contrôlez. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Heureusement. Bah ouais, moi j'étais déjà content là, à dire ouais, on peut lui donner double init. Mais bon. On copie tout ce qui vient dégueulasse à copier. Ah, je vais avoir 2 propagandes. Non mais je vais avoir deux Smothering Tide, enfin, Dîme étouffante. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. Non, on va se calmer justement. Ah, j'avais pas pensé à ça. Non, on va se calmer, vraiment. Par contre, on peut copier nos enchantements de créatures. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Et puis ça va trigger sa constellation du coup. Oui, dans tous les cas, oui, ça trigger la constellation. Ça, c'est quand même intéressant de voir qu'il est synergique avec lui-même. Moi, j'ai toujours un petit kiff pour ce genre de commandant où le deuxième paragraphe fait ref au premier, quoi. Et bah ouais, ce Calix, il est sympa. Ça change un petit peu, en fait, les ETB d'enchantement qui ne font pas piocher, gagner des points de vie, en fait. Oui, bah ouais. Après, le problème, c'est que justement, il est sur le même créneau que Citis. C'est ça. Donc bon, à quel moment t'as envie de jouer Calix au-dessus de Citis? Bon, on va dire, admettons, si tu dis, allez, vas-y, je lui tente le coup. Parce que mine de rien, le fait que Calix puisse, ou une autre créature enchantée, puisse mettre des blessures de combat et créer une copie, on en parlait en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avoir 2 Smothering Ties, ça semble quand même assez intéressant. Voire même mieux si t'arrives à copier des saisons de dédoublement. Ouais. Aïe. Ouais. Ah ouais, tu vois, là, on peut commencer à parler, tu vois. Et aussi mignonne ta Citis elle soit, elle peut pas faire ça, en fait. Non, elle peut pas, effectivement. C'est intéressant, quand même, hein. Là, je pense que, ouais, le fait de copier ces enchantements les plus craqués, en fait, ouais, je pense qu'il peut voir du jeu, quand même, ce petit Calix. Ouais, bah ouais, et puis après, tu peux t'amuser à copier des Eidolons des fleurs, comme ça, tu vois, tu pourras piocher encore plus. Donc ouais, non, il a un potentiel, quand même. Bon, maintenant, faut qu'il passe, quoi. Et pour qu'il passe, bah, il faudra mettre du Voltron. À force d'en parler, je me rends compte que les auras, c'est des enchantements. Et qu'il n'y a pas de ligne qui dit non-aura. Non. Donc tu vas pouvoir copier ton tout ce qui brille. Ouais, donc vraiment, Calix, il peut vraiment mettre des grosses patates, en fait. Et tout ce qui brille, quand il y a une brille, étouffante sur le board, c'est pas mal. Hein. Non, et tout ce qui brille et tous les autres enchantements qui font le même effet, en fait. Hein. C'est... Après, tout ce qui brille, l'avantage, c'est qu'il prend en compte aussi les artefacts. Là où, il y a le masque ancestral et l'autre, et armure éthérée, qui, eux, ne prennent que les enchantements en compte. Après, franchement, si t'as déjà 2 copies de l'un d'eux, t'as pris les marqueurs, c'est déjà gros, quand même, hein. Ah, mais saison de dédoublement, je pense vraiment que c'est la meilleure carte pour le deck, hein. Saison de doublement, et les doubleurs de tokens blancs aussi, en fait, du coup. Oui, tu vas pouvoir mettre Mondrak. Bon, que tu pourras pas copier, mais par contre, tu pourras doubler avec la procession consécratrice. Bah, il va falloir quand même un petit peu faire un beau petit mix avec des auras, des créatures enchantements, des enchantements tout court, un peu de protection, des tutos corrects pour pouvoir... Ça, ou alors, tu t'embêtes pas et tu le mets dans les 99 de ton deck Citis. Et j'y pensais tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va aussi avec Siona.
qui était de Teros, celle qui fait combo avec Shield. Mais après, tu vois, c'est Cities, tout ça, c'est... Je les ai assez vus, en fait, au final. Ouais, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, malgré, en fait, enfin, on lit les capas de Calix, on fait, ouais, ok, c'est pas exceptionnel. C'est fort, hein, certes, mais c'est pas exceptionnel. Et en fait, tu fais, mais c'est quand même vachement bien. On reste en Célestia pour Danita, lumière de la nouvelle Benalia. C'est une créature légendaire humain et chevalier. 2-2 pour 3 dont Célestia. Elle a la vigilance, le piétinement et le lien de vie. Et une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort d'aura ou d'équipement depuis votre cimetière. Oh, elle est bien ta petite Muldrota, là. Ouais, mini quoi. Ouais, mini Muldrota. Mais en vrai, pouvoir lancer une aura ou un équipement, ça peut être bon dans les decks où t'as des combos qui ont besoin d'avoir ces auras, tu vois. On en parlait là tout à l'heure, mais avec Siona, par exemple, c'est super fort. Parce que du coup, tu peux récupérer ta Wincon au cimetière si jamais on s'en débarrasse. Bon, sinon, ça va être quand même vachement en commun avec ce qu'on a parlé avant avec Calix. Hein. Elles sont dans la même couleur, elles font à peu près la même chose. Ouais, là, c'est plus écrit sur sa tête, vraiment Voltron, quoi, par contre. Ouais, vraiment Voltron. Tu peux t'amuser à mixer en aura et équipement. Et aura et équipement. Tu peux mettre un peu d'automol aussi, vu qu'on a beaucoup de cartes en vert, tu sais, qui font que tu puisses creuser ton au-dessus de ton deck. Avec les cartes comme Pailly et tout ça. Ouais, ça te fera du remplacement de pioche en soi avec elle. Exactement. Ouais. Ou te donner un peu plus de choix en fait pour pouvoir aller chercher des auras ou des équipements intéressants. Ouais, c'est sympa, franchement. Et c'est marrant, Danita, ça a toujours été une soupe à mots-clés. Puis là, elle a déjà vigilance, piétinement, lien de vie. Hein. Ouais, il lui manquerait quoi? On lui donne la double init hein, quand c'est Voltron. Hein. Tu mets maîtrise de la bataille là-dedans. Et pareil, hein, sinon, tu peux l'intégrer à ton deck Cities, à ton deck Siona. Tu peux même l'intégrer à Calix, hein, finalement. Même dans les deux cas, tu peux même mettre Calix dans Danita ou Danita dans Calix. Ouais, les deux se complètent bien en soi. Ça semble pas trop déconnant. Ou alors, tu peux la jouer comme étant la porteuse des 10 épées, maintenant qu'on a les 10 épées. Ouais, enfin, une des nombreuses porteuses, quoi. Bon, ce sera pas la meilleure, mais... On continue avec Jirina, la générale intrépide, créature légendaire humain et soldat 2-2 pour un blanc et un noir. Quand Jirina, la générale intrépide, arrive sur le champ de bataille, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Sacrifiez Jirina, les humains que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ouais. Alors, je suis pas sûr que Jirina ait été pensée pour le commandeur, là, pour le coup. Ouais. C'est un effet... Bah, elle en a deux, quand même. C'est ça, hein. non, mais L'effet d'exiler un cimetière, c'est quand même pas mal. En ETB, ouais. C'est Jirina du marais de Bojuka, quoi. C'est ça, le Jirina du marais de Bojuka. Oh, et puis l'autre après, ouais, bon, oui, c'est vrai que le fait de sacrifier pour protéger ton board, t'as pas nécessairement envie. Maintenant, bon bah oui, évidemment, ça va crier humain tribal, hein. Mais ouais, c'est pas le genre de commandant que j'aime beaucoup. Finalement, de façon, elle va faire un petit effet en ETB et tu pourras toujours la sac pour donner indestructible, ouais, ok. Tu perds ton commandant dans la bataille, ça te protège d'une vrasse, ok. Mais en fait, de base, de toute façon, elle apporte pas grand chose à tes autres créatures si ce n'est les sauver d'une vrasse une seule fois. C'est ça. Ou d'être sûr que tu vas passer sur l'assaut final, quoi. Après, la fois d'après, elle va coûter 4, ça commence déjà à être un peu chiant en fait. Alors, elle va coûter 4, sauf si on intègre des cartes qui vont bien avec, comme par exemple les Loyal Retainers, que tu vas pouvoir réutiliser pour la ramener. Ça, ou alors on avait trouvé le compagnon de moisson dévoué, donc c'était une unco de Amonkhet. C'est une 3-2 pour 3, qui dit que quand tu peux l'exercer quand elle attaque, et si tu fais ça, tu peux renvoyer une carte de créature avec un coût converti de mana de 2 ou moins, depuis ton cimetière sur le champ de bataille. Donc tu sacrifies Jirina avant la phase de combat, tout ton board gagne indestructible et défense talismanique, et ensuite t'attaques. Et au trigger de Devoted, tu peux ramener Jirina. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous avez l'idée, quoi. Mais c'est un play, en même temps, elle a besoin d'effets spécifiquement pour elle, hein, pour le coup. Hein. Ouais, non, il y avait un autre truc, c'était aussi de la jouer, mais un peu plus 8-bear, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humains qui ont des effets un peu pénibles, donc on va pas noter le magistrat de Dranit, mais on va quand même le dire, hein, magistrat de Dranit, ça va très très bien avec, par exemple. La mer des runes, la sentinelle d'Esper, enfin voilà, tous ces petites créatures blanches assez énervées, ben finalement, ce sont des humains. Donc, pourquoi pas essayer. Mais sinon, oui, vas-y, on peut la mettre dans les 99, notamment... Ouais, dans Atreus.
Atreus V1. Oui, dans Atreus, ça a l'air... Ah, ouais, ça a l'air assez rigolo de la mettre dans Atreus. C'est assez sympa, franchement, ouais, là c'est chouette. Mais bon, après, je t'avoue que le petit côté Headburst dont tu as parlé, ça me plaît assez, pour le coup, parce que là, ça c'est des pièces qu'on on va vouloir garder. Du coup, avoir une petite protection en plus pour 2, là, ça commence à être intéressant. Ouais, pour 2 en fait. C'est ça, et quand elle ETB, elle enlève un cimetière, donc ça reste un peu même dans cette même thématique. Après, au final, moi je la verrais plus dans les 99, quoi. Oui, donc que ce soit avec Jirina, la première, que ce soit dans le deck de son papy, le général Kudro, dans Alécha aussi, pourquoi pas, puisque du coup elle coûte 2, donc vous pouvez la ramener tout le temps, si vous jouez Alécha tribal humain. Ou alors Kambal, voilà, pour rester dans cet aspect Hidbear assez sympathique. Ah, c'est une bonne carte, je suis pas fan en commandant, quoi. On passe au Simic avec Jolrael, voix de Zalfir. C'est une créature légendaire, humain et druide. C'est une 3-3 pour 4, dont Simic. Au début du combat, pendant votre tour, jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature XX verte et bleue, oiseau, avec le vol et la célérité, jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de cartes dans votre main. C'est toujours un terrain. À chaque fois qu'une créature terrain que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. C'est marrant du coup parce que ouais, on va se retrouver avec un deck où on va vouloir animer nos terrains, donc on va vouloir avoir du support et en même temps on va avoir beaucoup de cartes. C'est un peu bizarre, c'est un deck bon, ça va être Simic touche-terre, hein, on va pas se mentir. Ouais, justement j'ai envie de te dire que c'est Simic le deck là, hein, parce qu'en fait on veut ramper, piocher. Ouais, mais avec une manière un peu spéciale de le faire. Exactement. Enfin, tu vois. C'est original, ouais. Ouais, voilà, c'est pas Zimon, quoi. Voilà. On est dans un aspect un peu plus bizarre. Ouais, c'est un peu plus subtil en même temps. L'avantage, c'est que ouais. L'avantage, c'est que les terrains, on le vole. Ouais. Donc, ce sera bien. Oui, pour la deuxième ligne, histoire de piocher, ça devrait se faire quand même, hein. Ouais, après, tu mets dans le deck, de toute façon, tu vas mettre tout le package de pioche qu'on connaît pour grossir ta main, hein, en Simic, ça va, on va pas vous refaire la liste. Mais sinon, on avait pensé à des cartes sympas, comme par exemple la Tatiova qui était dans Dominaria Uni, donc qui donne aussi le vol aux créatures terrain, et qui en fait dit aussi que quand un terrain arrive en jeu sous votre contrôle, si vous contrôlez 7 terrains ou plus, un de vos terrains devient une 3-3. Donc en fait, ça fait un terrain en plus qui va permettre de piocher sur ce tour-ci, en fait. Et le terrain a bien sûr la célérité aussi. Ouais, ça c'est cool. Moi j'aimais bien, parce que finalement j'ai l'impression que ça va être un Simic un peu qui va jouer sur le long terme finalement. Hein. On va se mettre en place, mettre des petites patates avec ses créatures. Et du coup j'aimais bien l'idée de mettre la Nissa, celle qui fait trembler le monde, avec le petit rêve de caler l'ulti. Parce que bon, Nissa elle va elle-même déjà avec son plus 1 ou 2, je sais plus, mais elle va animer vos terrains. Donc voilà, encore une créature de plus. Ceux-là, ils ont la vigilance pour le coup. Mais surtout, l'ulti vous permettra de ramener tous vos terrains de base sur le champ de bataille. Et vous avez un emblème qui vous donne indestructible à vos terrains. Alors là, c'est bon, c'est full sauce. On n'a plus rien à faire, quoi. Il y avait la volonté de Kamal aussi qui permettait d'animer autant de terrains que tu voulais en 1-1. Du coup, là, t'attaques avec tout, avec Joral, elle vole. Enfin, si t'as la Tatiova, tout vole. Donc tu vas piocher plein de cartes. Enfin, voilà, c'est Simic, c'est un peu aggro quand même, hein. Ouais, là, c'est ça, c'est sympa, justement, j'aime bien l'idée. Après, bon, ma petite crainte, évidemment, hein, c'est que... C'est de perdre tes landes. Bah ouais. C'est que là, on s'amuse à tout animer, etc. Justement, comme tu disais avec Kamal, si on se prend une brasse... On va dire que qu'on sait monter des decks et que du coup, on a pensé à mettre Ramunap Excavator. Oui. Tu vois, tous les trucs qui disent qu'on peut jouer dès le terrain depuis le cimetière, et puis voilà. Et plusieurs, histoire de repeupler, quoi. Ouais, et puis Azusa et tout ça, Ouais. parce que sinon ça va être compliqué, quoi. Non, mais c'est très sympa. J'aime bien, un Ouais, peu comme le Calix, design en est fait, rigolo. finalement, quoi. Ça fait les mêmes choses dont on a l'habitude dans ses couleurs, mais ça le fait d'une façon différente que j'apprécie, en fait. Sinon, après, si vous voulez absolument la mettre dans les 99 de quelque chose, on pensait à Aizy et Tatiova, qui sont vraiment... Tatiova 1, pour le coup. Qui sont vraiment faits pour être les bons gros decks Simic Ramp. On continue avec Simic, avec Kiora, souveraine des abysses, créature légendaire, ondin et noble. C'est une 4-5 pour 3, un vert et un bleu. Vigilance, parade 3. À chaque fois que vous lancez un sort de Kraken, de Léviathan, de Pieuvre ou de Grand Serpent depuis votre main,
regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant la valeur de mana de ce sort. Vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure à X parmi elles sans payer son coût de mana. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais, mais en fait, t'avais bien résumé la carte quand on l'a découverte et elle donne la cascade à vos Léviathans, Kraken, Pieuvre. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. C'est Simic, Big Mana, Big Créature, Big Tart, quoi. Ouais. Qui va avoir un peu le même début de deck que celui de Jolrael qu'on a vu avant. Donc toute la partie rampe et pioche, tu vas la vouloir de toute façon. Monter à 5 le plus vite possible pour sortir ta Kiora, et puis ensuite piffer avec un gros serpent ou un gros Léviathan pour essayer d'en trouver d'autres, quoi. Voilà. Moi, j'apprécie la non-subtilité, en fait, du commandant, parce que vous avez même pas besoin de contrôle du dessus de la bibliothèque. Hein. Vous en fichez, vous allez caster à 7, vous allez regarder à 7. Il y aurait quelque chose à 7 ou moins, quand même. Hein. C'est vrai que d'habitude, quand on regarde de la cascade, tu fais « Ah alors, je vais jouer avec ma top, comme ça je sais ce que... » Là, non, on s'en fout. Si sur 6 ou 7, t'arrives pas à trouver un truc, c'est que ton deck, il est mal construit. Non, c'est ça, tu veux juste lancer des gros pâtés. Donc évidemment, on a pensé à Koma, par exemple, qui est quand même pas mal dans le délire, hein, parce que on sait à quel point il est chiant. Et en plus, là, on va pouvoir regarder 7 cartes pour trouver un truc à 7 ou moins. Ah non, elle doit être strictement inférieure, donc au moins 6. Donc là, pareil, au niveau de la construction, il faudra quand même faire attention au coup de mana qu'on veut mettre. Il y avait ce truc, la vague, qui renvoie tout en main si c'est pas... sauf ce qui est Kraken, Léviathan, Pieuvre et Grand Serpent. Bah oui, ça, voilà, enfin, de toute façon, c'est un deck Paella. C'est le classique, vous avez un Kraken qui fait lui-même des Kraken quand il connecte, enfin quand une des Paella connecte, une qui rend votre Paella imbloquable sauf par les autres Paella. Enfin, c'est vraiment, allez-y comme ça, quoi. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai que maintenant, on a quand même des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. Quand on parle de Paella, en fait, c'est le nom le petit nom affectueux qu'on a donné au deck qui joue avec ces 4 types de créatures. Donc les Kraken, les Léviathans, les Pieuvres et les Grands Serpents, c'est des fruits de mer, donc c'est un deck Paella. Ça, c'est trop long à dire pour le tribal de citer 4 types. Ça. Donc, C'est ça. on est un peu bête et méchant, donc on appelle ça Paella. Voilà. Mais ouais, mais en tout cas, par contre, c'est cool parce qu'on avait Kenesos il y a pas longtemps, qui est sorti il y a pas longtemps, qui prenait cette place en Simic pour jouer avec ce type de créature, vu qu'avant on avait Runo Stromkirk aussi. Et sinon, on jouait Arix Metes, mais parce que c'était plus par défaut, parce que t'as une 12-12 et c'est un Kraken dans la zone de commandement, mais en fait c'est un terrain, quoi. Alors que du coup, ouais, là, on a Kiora qui prend ce spot et qui est un peu plus violent que Kenesos, mais qui par contre, Kenesos est peut-être un peu plus axé sur le contrôle, enfin sur le tempo, on va dire. Là, Kiora, c'est j'ai pas le temps, j'envoie des trucs. Ouais, pour moi, c'est le côté vraiment pas subtil du deck qui me fait, qui fait envie en fait. Hein. Franchement, il y a des fois, t'as envie de ramper, poser tes gros pâtés. C'est quand même agréable. Hein. Jouer à Magic de façon simple. Voilà. Je veux juste mettre des grosses bêtes. Et on enchaîne avec un commandant Boros et Nairi forgé dans la furie. C'est une créature légendaire corps et artificier. Elle est 5-4 et coûte 6 dans Boros. Elle a l'affinité pour les équipements. Et à chaque fois qu'une créature équipée que vous contrôlez attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Vous pouvez lancer les sorts d'équipement de cette manière sans payer leur coût de mana. Ouais, je retire ce que j'ai dit, hein. C'est elle qui, le deck avec les 10 épées, ce sera elle. Ouais. En tout cas, c'est mon deck avec les 10 épées. Ouais, non, c'est... En vrai, ça change. On a envie de dire, oui, Boros équipement. Alors, moi, n'étant pas professionnel de ce type de deck, j'ai envie de te dire, ouais, c'est genre Boros équipement, mais c'est un peu différent. Ouais, je suis pas expert non plus, mais on se rend compte quand même que les derniers généraux Boros, justement, qui jouaient avec les équipements, ils voulaient vraiment tout mettre sur une créature et taper avec, quoi. En général, d'ailleurs, le commandant. Ouais. Alors que là, plus tu vas attaquer avec différentes créatures, plus tu vas avoir des cartes à exiler pour pouvoir les jouer. Et plus tu vas le faire, plus ça va réduire le coût de ton commandant si tu vas devoir le récasse plus tard. Pour essayer de passer outre la taxe. Et du coup, on s'est dit que c'était plutôt cool parce que, enfin, ce qui était assez cool, c'est qu'en fait, Nairi, on pouvait l'utiliser avec les cartes les cartes qui ont la capacité pour Mirodin ou armes vivantes, qui sont du coup, il suffit de jouer l'équipement va venir avec un token qui va être attaché directement dessus. Et donc ça permettra de trigger plusieurs fois notre Nairi et en même temps de réduire son coût si jamais elle n'est pas encore là.
Ouais, ça marche super bien justement, pour le coup. C'est déjà tout prêt. Et puis on avait trouvé 2 petites cartes qui étaient très très sympas quand même, hein, qui payaient pas de mine à l'époque, mais maintenant on se rend compte que ça marche bien dans Nairi. C'est l'équipage téméraire, il me semble, le premier. C'est ça. Voilà, qui va créer en fait autant de jetons que vous avez d'équipements ou véhicules sur le champ de bataille. Et pour chacun de ces jetons, vous allez lui attacher un équipement. Donc let's go. Et pareil pour le pari des gardes dorés qui fait la même chose, qui met aussi des rebelles auxquels on peut attacher les équipements. On avait pensé aussi à Togo, qui du coup, dès qu'on va mettre un terrain, on va créer un caillou. Et du coup, ça va réduire notre Nairi en coût et ça va refaire des équipements en plus. Donc, ouais. Le build a l'air assez rigolo. Maintenant, vers quoi tu vas avec ça? Parce que c'est vrai qu'en général, quand on joue équipement, on aime bien en mettre plusieurs sur un, attaquer avec un seul, et aller mettre des coups comme ça, en fait. Là, ça va être un peu différent, je trouve. Je vois la chose de 2 façons en fait. Soit ça va être ce qu'on appelle un deck aggro justement, mais pas Voltron. C'est-à-dire qu'on va grappiller, on va essayer de tuer les adversaires avec en tapant avec nos créatures tout bêtement. Soit en fait, pour moi, on passe par une phase où on va faire ça, on va se servir des créatures pour trigger Nairi. Et une fois qu'on a ce qu'il faut, justement, on va tout équiper sur une seule créature. D'accord. Et là, on finit, quoi. Ok. Je le vois comme ça aussi, hein, quelque part. Et ça change, hein, comme mode de jeu en même temps. Hein. Puis, il y a un petit côté, on est un peu plus subtil, justement, encore une fois, parce que les decks Voltron, on les voit arriver de loin en général. Souvent, c'est les commandants qui jouent le rôle de Voltron. Et ils se prennent toutes les gestions du monde, quoi. Là, au moins, t'es un peu plus subtil, hein, discrètement, là. Bah, c'est vrai que du coup, ouais, en proposant plusieurs plusieurs créatures qui sont équipées, qui peuvent attaquer, effectivement, ils vont devoir réfléchir ailleurs avant de claquer le bon removal ou quoi. Donc, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es prêt, tu lances un effet d'Ardennes, quoi, en fait, hein, où t'équipes tout sur une créa. Et... Oh, c'est enfin un deck où Kemba Carrégente pourrait être bien. Parce que du coup, tu lui remets d'autres équipements, tu refais des chats, tu remets les équipements sur les chats. Attends, il y en avait pas un qui disait que les coûts d'équipement, ils étaient à 0, ils coûtaient 0? Si, bien sûr, ouais. Parce que là, ouais, c'est vrai que c'est à prendre en compte aussi si tu veux t'amuser à faire bouger les cartes. Là, comme ça, j'ai pas les noms, mais effectivement, on en a même plusieurs. Hein. On a du général qui Paladin fait ça. cuirassier. Voilà, et ça en langue légendaire, justement. Et puis bon, tu l'as dit vite fait, mais jouer les 10 épées en équipant différentes créatures, c'est quand même intéressant, hein, de avoir la protection, justement, sur plusieurs joueurs qu'on peut attaquer, chacun selon ce qu'il a pour bloquer. On est sûr de passer. Et de trigger les effets des épées, du coup. Et sinon, bah, si jamais vous voulez pas jouer Nairi, vous pouvez la mettre dans, je pense, n'importe quel deck Boros équipement et ça ira aussi. A priori, on est bon, ouais. La créature suivante, c'est Narset, exilé éclairé, encore une qui a perdu son étincelle. Créature légendaire humain et moine, c'est une 3-4 pour 1 bleu, 1 rouge et 1 blanc. Les créatures que vous contrôlez ont la prouesse. À chaque fois que Narset exilé éclairé attaque, exilé depuis un cimetière, une carte non créature, non terrain ciblée, avec une valeur de mana inférieure à la force de Narset et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Narset fait des trucs de Narset, quoi. Hein. Et là, tu peux même aller piquer chez les autres. Ouais. Ils vont pas être contents, les adversaires. Allez, c'est intéressant aussi. C'est intéressant, encore une fois, c'est... par rapport à la précédente Narset, elle est un peu plus subtile. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment le thème de cette mini-extension, c'est on fait les choses qui ressemblent à ce qu'on faisait avant. Mais un peu différent. Voilà, un peu différent, avec un petit peu d'élégance, quoi, justement. Ouais, non, j'aime bien. Hein. Honnêtement, c'est sympa. On a différentes façons de la jouer, je dirais, quand même. Du plus vénère au plus... Ouais. Au plus bourrin, quoi. Bah, je pense que la version à laquelle tout le monde va penser immédiatement, c'est dire Extra Turns. Mais on est quand même tous les deux, on est plus d'accord pour se dire ouais, mais en fait, phase de combat supplémentaire, c'est peut-être tout aussi intéressant, voire peut-être plus. Ouais, pour moi, ouais. Pour moi, oui, parce que en fait, vos créatures ont la prouesse. Et des extra turns, bah ouais, vous allez réactiver Narset au prochain tour. Donc elle va perdre sa force en fait entre les tours. Alors que phase de combat supplémentaire, là on tape de plus en plus fort avec nos créatures et on peut lancer de plus en plus de sorts différents avec Narset. Ouais. Après, il faut quand même avoir un petit board pour pouvoir attaquer de façon
idéal. Donc pour ça, on a toutes les créatures qui vont nous faire d'autres créatures. Donc on pense bien sûr au mentor du monastère, Kikar. Il y a quoi? Il y a Iconoclaste de la 3ème voie. Et on a pensé à mettre Balmor aussi, qui dit que du coup, tes créatures elles gagnent +1/+0 et piétinement, puisque la prouesse, des fois, c'est juste pas suffisant. Et aussi d'autres cartes très très intéressantes. L'ascendance Jeskai qui va parfaitement avec Narset, puisque du coup, vu qu'on doit se défausser d'une carte, et du coup, on peut se défausser d'une carte que Narset va pouvoir relancer gratuitement. C'est ça, sans payer son coût. C'est pas un problème. Ouais, c'est le deck a l'air vraiment, vraiment très fluide à jouer. Tu vois, je sais pas, c'est... Ouais, j'ai l'impression que je vois déjà les tours d'ici, en fait, quoi. Ouais. Oh, quand le mec, il va lancer son feu de tout bois, il fait « Je vais dégager Narset, je vais avoir une phase de combat supplémentaire, je vais rattaquer. » Il peut rajouter Magnus le rouge aussi. Oui. Je viens d'y penser. En fait, on commence à en avoir un sacré paquet de cartes, justement, qui s'intègrent bien dans ce type de jeu, justement. Ce type de jeu où je lance un sort pour faire un jeton. Et sinon, si jamais vous voulez pas la jouer et que vous voulez l'intégrer à un deck, on a pensé à Kikar, Narset 1, ou les decks qu'on appelle Blue Farm, donc qui sont 4 couleurs généralement en CEDH, dans laquelle elle irait plutôt bien. Et enfin, on a pensé à l'Archimandrite, que j'avais complètement oublié, mais Abel me l'a rappelé tout à l'heure. Elle est Jeskai et c'est un moine. Donc déjà... Voilà, elle est Jeskai et c'est un moine, donc elle remplit 2 des conditions. Et c'est encore un deck où vous pouvez gagner avec style, avec la technique de la grue volante, qui est un sort incroyable et que peu de gens jouent. Je vous laisserai rechercher la carte pour voir ce qu'elle fait. On passe en Sultai avec Nashi, Héritage de la Lune. C'est une créature légendaire, rat et chaman. C'est une 3/4 pour 3, donc noir, vert, bleu. Elle a la menace et la parade 1. À chaque fois que Nashi, l'Héritage de la Lune, attaque, exilez jusqu'à une carte légendaire ou rat ciblée depuis votre cimetière et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie. Alors, au début, on était là, ouais, on peut faire un deck Sultai légendaire, machin. Non, rat tribal. Quand on a fait le script pour la vidéo, on a fait, ah ouais, on peut faire ça. Et puis à moi, on fait, mais rat tribal, c'est genre trop bien, en fait, de le faire avec. On a vu la vérité, en fait. Je pense. Ouais. Ah ouais, on se l'est pris en pleine gueule. Donc ouais, enfin... déjà, on va faire les trucs d'à côté. Donc, Sultai légende. L'avantage, c'est que du coup, vous allez vous retrouver avec une toolbox de permanents légendaires qui vont vous permettre de continuer à avancer le plan de jeu. Et on sait qu'en Sultai, c'est ultra facile d'avoir tout ce qu'on veut. Tu peux avoir de la gestion, tu peux avoir de la protection, tu peux avoir des plans pour attaquer. Enfin, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. On peut le jouer Super Friends aussi, puisque du coup, on peut lancer des copies de Planeswalker grâce à Nashi. Donc, c'est jouable. Mais le vrai corps du deck, c'est rat tribal. Puisqu'en fait, du coup, Nashi donne une seconde vie à des cartes qui ont besoin de beaucoup d'exemplaires, puisque les rats ont tout le temps besoin d'être là en beaucoup d'exemplaires. Et donc on peut jouer Nishedra, ou rat de colonie en anglais, qui du coup c'est mono noir, mais ça nous donne accès à des cartes... Enfin, le fait que Nashi soit Sultai nous donne accès à des cartes incroyables, comme par exemple Tetsuko Umezawa, qui va rendre notre board imbloquable. Donc ce qui est en soi plutôt pas mal. Intéressant. On peut jouer des clones aussi. On peut jouer des clones, vu que maintenant on a accès au bleu, chose qu'on n'avait pas avant. Et aussi, on a accès à une petite carte de Ravnica, qui était en Golgari, qui s'appelle la Marche Bris de Sang, qui dit que quand un joueur lance un sort de créature, chaque joueur renvoie toutes les cartes ayant le même nom que ce sort depuis son cimetière sur le champ de bataille. Donc voilà, votre Nishedra, vous allez en voir beaucoup tout le temps. Alors, moi, franchement, maintenant, j'oublie les autres généraux rats, quoi. En fait, c'est moi qui suis un fervent défenseur de Ronge-Moelle depuis le début. Quand il y a eu Karumonix, j'ai fait ouais, bon, ça va, c'est mignon, mais sans plus. Mais là, Nashi, il a un vrai potentiel, quoi. Ouais, c'est fou parce que on s'en est pas rendu compte tout de suite, qu'on a quand même mis un petit moment à essayer de voir ce que ça pouvait faire sans être non plus incroyable, justement, c'était sympathique. Et puis, je crois que c'est toi qui as dit mais attendez, Nishedra Tetsuko Umezawa. Oula. Et là, c'est bon, on tenait quelque chose, là, justement. Hein. Toute la puissance du power creep Sultai au service d'une carte que tu peux avoir autant d'exemplaires que tu veux. Ça peut pas mal se passer. Ah, on a oublié, on peut jouer Adrix et Neve. On peut jouer... comment ça s'appelle Saison de dédoublement. Vie parallèle. Donc tous les jetons qu'on va faire de copies depuis notre cimetière, en fait, on va en faire 2. Oui, parce qu'effectivement, ça reste des copies, ouais. Exactement. Donc, voilà.
Ceux qui jouent rat savent à quel point les jetons rats c'est important. Là, on peut en avoir 2 fois plus, donc ne vous privez pas. Essayez donc Nashi, rat tribal avec Nishedra. Ou rat implacable, hein, c'est comme vous voulez, mais moi je préfère Nishedra parce que du coup ça les rend imbloquables avec la Umezawa. Sinon, si vous voulez le mettre dans les 99, on avait pensé à Muldrota. On avait pensé à Kenrit Super Friends. Ou à Atraxa Super Friends. Ou alors, pour les vieux de la vieille, la CDC Sultai. Nashi ira très très bien dedans. Parce qu'il y a tout ce côté automeule, donc ça ira plutôt bien. Mais je l'aurai quand même. On passe au suivant, c'est Niv Mizzet le Suprême, créature légendaire dragon et avatar, c'est une 5/5 pour un mana de chaque couleur. Il a le vol, défense talismanique contre le monochrome. Chaque carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière qui est exactement bicolore à relancer. Donc pour rappel, relancer, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défensant d'une carte, en plus de payer ses autres coûts. Exilez-la ensuite. Ouais, ça rappelle quand même Niv Mizzet revenu à la vie. Pour la petite clause, ça va jouer avec les bicolores en fait. Là, on veut spécifiquement les éphémères rituels. Pour avoir un petit boost, quoi, justement, avec le fait de pouvoir les relancer. Bon, après, on avait trouvé... c'est un bon deck où on peut ajouter la nouvelle invasion de Ravnica. Puisque du coup, de l'autre côté, quand c'est le parangon, ça nous récompense pour jouer des sorts de couleurs. On avait pensé aussi au général Ferus Rokirich. Du coup, quand on joue les sorts, on peut avoir des golems 4/4, ce qui est vraiment pas déconnant dans le deck. Après, voilà, ça va être un deck qui va être très 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 orienté vers les sorts de couleurs. Comme tout simplement les decks Niv Mizzet Reborn. Mais là, l'avantage en fait, c'est qu'on sait que chaque sort va pouvoir être joué 2 fois. Donc c'est assez intéressant. À ajouter aussi, on avait noté Oscar, récupérateur de déchets, qui est une créature légendaire qui vient des decks Commander Capenna. Il était en Dimir, et il dit que à chaque fois qu'on se défausse d'une carte non-terrain, on peut la lancer depuis notre cimetière. Donc au moment où on va vouloir jumpstart, donc relancer une carte, on va se défausser pour relancer le coup, et Oscar dit « Ouais, mais en fait, je peux quand même la lancer, celle-là. » Donc ça peut permettre de faire des moments assez intéressants, en tout cas. Et puis, du coup, pour donner du full, justement, à notre cimetière, pour vous lancer les sorts, on avait pensé aux Eidolons. Et ça, j'aimais beaucoup l'idée, justement, de réutiliser de ces cartes qui n'ont pas vu beaucoup de jeux, au final. Voire quasiment pas. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un cycle de communes, si je dis pas de bêtises, qui vient de Dissension, donc la troisième édition du premier bloc Ravnica. Et en fait, il y avait un effet quand on s'en défaussait, ou quand on l'a sacrifié, je sais plus. Mais surtout, quand on l'a sacrifié, ouais. Mais en fait, elle coûtait que 1 coloré à jouer à chaque fois. Et surtout, ça disait que quand on lance un sort multicolore, on peut la remonter dans notre main. Donc du coup, ça nous permet, en gros, de pouvoir avoir tout le temps une carte à défausser quand on veut jumpstart une carte. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est plutôt cool quand même, justement, de pouvoir faire ça, parce que faudrait pas tomber à court, hein, sinon le Niv, il fait plus grand-chose pour le coup. Le premier, justement, revenu à la vie, au moins, il permettait de toujours avoir du fuel, justement. Tu pouvais le blink pour avoir des sorts en main, en fait, finalement. Là, il faudra quand même faire attention à ton cimetière, à ta main, quoi, justement, avoir des choses intéressantes à défausser. Et sinon, on a une petite idée pour le rentrer dans les 99 d'un deck, du coup. Oui, c'est Niv Mizzet Reborn. On pense... C'est pas qu'il est meilleur... Enfin, Reborn est bien, Suprême est bien, mais Reborn est quand même un peu au-dessus, en fait, comme on le dit, hein, ne serait-ce que parce que quand on arrive à le sortir, on peut avoir une main complète, quoi. Là où Suprême, si t'as rien en main, en fait. Et si on t'exile ton cimetière, ce qui, spoiler alert, ça arrive quand même régulièrement souvent. Donc, ouais. Je pense qu'il sera mieux dans les 99 d'un Niv Mizzet Reborn qu'à la tête de son propre deck. Et je suis désolé, Emric, mais c'est moi qui vais lire Obnixilis, le Caïd captif. C'est une créature légendaire démon, 4/3 pour 4, dont Rakdos. Il a le vol et le piétinement. Et à chaque fois que au moins un adversaire perd exactement un point de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur Obnixilis. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à votre prochaine étape de fin, vous pouvez jouer cette carte. Je l'aime tellement. Je l'aime si fort, ce commandant. Ah là là, c'est... Ouais.
il est incroyable, il fait tout. Et en fait, moi j'étais un peu aux F sur lui, et puis en lisant avec vous, en fait en réfléchissant à ce qu'on pouvait rentrer, Ouais. où petit à petit, carte par carte, oula, il est ouais. génial. Ah ouais, non, mais ça fait énormément de choses. En fait, on dirait pas comme ça, mais faire perdre exactement un point de vie à un adversaire, c'est ultra facile. Ouais, dans ces couleurs-là, tous les jours, quoi. Dans ces couleurs-là. Que ce soit avec n'importe quel pinger, donc vous allez avoir l'archer au brandon, vous allez avoir le truc de feu de Kessig, enfin, même thermo-alchimiste, ça rentre. Là-dessus, il a pas de problème. Et les cartes un À peu partir plus de là, énervées, on comme met un la marqueur. peste, la pyroémie. Ouais. À partir de là, on fait grossir notre commandant. Plus ensuite, on se donne une carte qu'on peut jouer jusqu'à la fin de tour. Enfin, notre prochaine étape de fin. Donc en fait, si on est malin, on peut jouer ça pendant les tours des autres. Donc ouais, Abel en a parlé. Il y a aussi Peste et Pyroémie, qui en fait sont 2 enchantements qui nous permettent en fait pour un coloré, de mettre une blessure à tous les joueurs et toutes les créatures. Sauf que, vu qu'Obnixilis grossit à chaque fois, bah lui, il peut pas mourir. Et donc en fait, si ta peste ou pyroémie, tu ping. Tu ping, tu continues à faire grossir ton Obnixilis et il vole et piétine. Enfin, tu peux tuer au dégâts de commandant avec, alors que t'as un deck où t'es censé pinguer les gens. Enfin, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Et à côté de ça, vu qu'on va pouvoir jouer des cartes qui sont dans l'exil, bah on a tout le bordel qu'on connaît de Prosper qui va bien aller avec. On peut même jouer Prosper dans le deck et il est très très bon. Ouais, il marche. Moi, j'avoue que j'ai flashé sur les générateurs de mana également. Sur les petits sorts, justement, tout ce qui est Birgi, Urabrask, le petit nain aussi de Strixhaven qui fait des trésors. Ça, pour moi, c'était pas mal parce que du coup, les cartes, si on veut les jouer à chaque fois, bah, en fait, ça fait qu'on lance un sort, on peut gagner 1, 2, 3 mana, on casse le sort, autant ça va faire un ping, on va réexiler, on y va, quoi. Let's go. Ouais, c'est ça. Et si t'as construit ton deck de façon intelligente, bah avec le mana que tu vas réussir à avoir, tu peux continuer à jouer et tu continues à pinguer et voilà. Enfin, et Obnixilis continue de grossir quoi. Enfin, le deck est trop bien. Voilà. Désolé, je suis absolument pas objectif. Non, puis franchement, c'est un plaisir de se dire que bon, ça peut rentrer dans Prosper, mais c'est surtout Prosper qui peut rentrer dans Obnixilis. Oui, et c'est rare qu'on puisse dire ouais, mais en fait, Prosper va dans un deck et il y va bien, et donc c'est très très bien. On avait aussi pensé à l'ajouter dans Rakdos, le Seigneur des Émeutes, puisque du coup, vu que c'est un deck qui va beaucoup jouer sur les dégâts, Obnixilis va pouvoir grossir et continuer à donner des cartes pour le deck Rakdos. Ouais, j'ai hâte de le voir à des tables et surtout voir comment il va terminer les parties, de quelle façon justement, quelle façon les joueurs vont choisir. Hein. Ah bah, on peut mettre l'infection sur Obnixilis pour que ça aille plus vite. La créature suivante, c'est Pianalar, consul du renouveau, une créature légendaire humain et artificier. C'est une 2-3 pour un rouge et un blanc. Les mécanoptères que vous contrôlez ont la célérité. Et à chaque fois que vous jouez un terrain depuis l'exil ou que vous lancez un sort depuis l'exil, créez un jeton de créature 1-1 artefact incolore mécanoptère avec le vol. Bon, Pia, c'est pas le général qui me fait le plus rêver. Peut-être parce que les mécanoptères sont pas la tribu qui me fait le plus rêver aussi. Après, elle est chouette quand même. Hein. Ah bah, elle a du potentiel en fait, mine de rien, dans le sens où elle coûte pas cher, elle fait bouger tes mécanoptères tout de suite, et en fait, comme on l'a vu encore plusieurs fois jusqu'à présent, maintenant le rouge joue beaucoup avec l'exil. Enfin, on sait jouer correctement avec l'exil en rouge, donc c'est pas étonnant je serais pas étonné en fait de voir un petit deck sortir et assez sympa. Ouais. Puis là, c'est intéressant de faire des. Enfin, j'ai l'impression que finalement, ça va être un deck agressif, vraiment, qui va taper avec des 1-1 ou mettre des petits pings avec les 1 si on joue justement pour Foros au hasard, quoi. C'est rigolo, je trouve. Pure Foros, Impact Tremors. Après, voilà, on joue des artefacts. En Boros artefacts, qui ne sont pas forcément équipements. Hein. On avait eu pas mal de trucs avec Strixhaven. Donc on peut jouer à Libou, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait trouvé enfin un deck enfin, c'est pas enfin, parce qu'on peut déjà le jouer, mais Urabrask, le deuxième, celui qui était sorti en Capenna, est vachement bon aussi avec Pianalar, du coup. Parce que ça peut nous permettre d'avoir au moins un mécanoptère par tour. L'apprenti de Breya, qui permet aussi, on sacrifie un mécanoptère pour pouvoir exiler la carte du dessus de notre deck et pouvoir la jouer ce tour-ci, donc ça peut aussi nous redonner un autre mécanoptère.
Puis encore et toujours, Donc, ouais. les doubleurs de jetons blancs. Exactement. Les doubleurs de jetons ou les boosts de créatures... Enfin, les boosts de jetons ou de créatures artefacts. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, ça peut aller relativement vite, hein. Elles ont le vol et la célérité. C'est célérité plus vol, c'est une combinaison qui fonctionne assez bien si on veut passer... Bon, après, ça a l'air d'être un deck qui harasse un petit peu les autres. Hein. C'est ah, t'as vu, t'as pris 2. Ah, jamais. Ouais, non, mais c'est ça, mais je trouve ça chouette, justement, de faire des petits pings. Sinon, pour ce qui est des 99, on avait pensé du coup à Alibou. On avait également pensé à Breya. Et on a pensé au commandant qu'on va parler tout de suite après. Et c'est Rocco, chef de rue, créature légendaire, elfe et druide. C'est une 2-4 pour 3, un rouge, un vert et un blanc. Au début de votre étape de fin, chaque joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Jusqu'à votre prochaine étape de fin, chaque joueur peut jouer la carte qu'il a exilée de cette manière. A chaque fois qu'un joueur joue un terrain depuis l'exil ou lance un sort depuis l'exil, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée et vous créez un jeton nourriture. Ouais, donc du coup, Pia va bien là-dedans, puisque c'est un Rocco, chef de rue, est un deck Naya qui est basé sur l'exil. Voilà, c'est nouveau, pourquoi pas. Et c'est surtout très group hug, parce que du coup, on donne à tout le monde la possibilité de jouer des cartes depuis l'exil. Ouais, mais au début, j'avais du mal à voir ce qu'on pouvait en faire, honnêtement. Et je pense que quand même, si on le rentre pas, si on fait pas un deck group hug ou qu'on le rentre pas déjà dans un deck group hug, va falloir un petit peu se creuser quand même pour établir une liste. Mais il y a moyen, il y a un petit moyen de le jouer agressif quand même. Ouais, on avait un petit peu regardé de notre côté et il y a eu un deck qui est sorti l'année dernière, qui était le deck avec Faldorn qui joue avec l'exil en Grul. Et donc il y a énormément de cartes de ce deck qui vont bien dedans. On peut jouer aussi, on va faire des jetons nourriture, donc tout ce qui va être axé avec les jetons nourriture, et aussi notamment Fabricateur de l'Académie va aller très bien dans ce deck là. Mais il y aura toujours effectivement cet aspect de en fait tu vas quand même jouer group hug. Hein. C'est ça, en fait c'est ce +1/+1 sur une créature ciblée. En group hug je comprends, ça va te permettre de te défendre parce que t'es en train de donner des cartes aux adversaires. Toi si tu veux justement essayer de tuer avec cette force que tu t'ajoutes, ça va être compliqué hein, parce que vraiment tu donnes un sacré avantage. Nous justement on avait pensé à des cartes comme Partage du butin qui font que justement les adversaires vont sans cesse lancer des sorts depuis l'exil, pas seulement à ton étape de fin, enfin à partir de ton étape de fin. Mais c'est autant de cartes qui vont jouer en fait. Et toi tu vas juste avoir un +1/+1 et une nourriture. C'est ça. Mais après, si ça se trouve, on te laissera tranquille parce que justement tu offres un peu des cartes en plus à d'autres, etc. quoi. Donc c'est... Puis après, il y a un autre plan de jeu. On peut jouer des cartes comme Etali ou Etali pour toi-même lancer des cartes depuis l'exil, ou Plarg et Nassari d'ailleurs. Ouais, et en fait du coup c'est vachement bien parce que c'est là qu'on voit que même si c'est un petit set de 50 cartes, ils ont réussi quand même à créer des micro-synergies entre plusieurs. Et même du set d'avant, puisque du coup, vu qu'on met un marqueur +1/+1, peut-être que vous vous rappelez, mais dans la vidéo où avec Thibaut on avait parlé des cartes, j'avais dit que la dueliste de la Légion du Crépuscule, attention, on risquait de l'avoir parce que quand on met un marqueur dessus, on pioche une carte. Avec Rocco, ça marche super bien. Et en plus, parce que la capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour, mais surtout, du coup, Rocco, on va pouvoir le faire une fois par tour, vu que tout le monde va pouvoir jouer depuis l'exil. Donc vous allez pouvoir continuer à piocher. Et je pense même que c'est peut-être une des meilleures cartes du coup du jeu. Donc, ouais. À surveiller. C'est un group hug comme on n'en a pas vu jusqu'à présent, puisque du coup, ça donne vraiment un énorme avantage, je trouve. Ouais. Franchement, j'attends de voir vers quelle liste ça va plutôt se tourner. À voir si group hug c'est vraiment justement pas trop favorable justement pour les adversaires. Oui. Après, en général, les bons decks group hug, c'est ceux qui tirent plus d'avantages que les autres à la table de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, sinon, on avait dit que dans les 99, on pouvait ajouter Rocco dans les 99 de Kinaios et Tiro, de Kenrit en version group hug, et de Shalai et Alar, dont on avait parlé dans les précédentes vidéos, à cause justement de ce même marqueur. La créature suivante, c'est encore un Planeswalker qui n'en est plus un, c'est Samut Vizir de Nactamon, créature légendaire humain guerrier éclair. C'est une 2-3 pardon, pour un mana incolore, un mana rouge et un mana vert. Elle a initiative, vigilance et célérité.
Et chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, si cette créature est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, piochez une carte. Bon, là, on commence quand même à arriver sur les Ouais. commandants où... Bon. Ouais, les commandants qui ont fait... Oh, Ouais, oui. ouais, bon, déjà le... Franchement, oui, bah tu vas avoir envie de faire des jetons avec la célérité pour justement piocher des cartes quand ils vont connecter. Tu peux jouer Sneak Attack si tu veux plutôt connecter avec des créatures plus conséquentes. Je pense que là, pour le coup, on peut rentrer Arnie du tout début de la review. Arnie irait bien dedans, ouais, aussi. Arnie, ça C'est peut vrai, être effectivement. intéressant pour le coup de justement faire de la pioche sur chaque créature qui va connecter. Après, sans passer par Sneak Attack, on peut ajouter Rythme de la forêt, qui du coup, avec Émeute, on peut choisir de mettre la célérité sur nos créatures. Ouais, ça c'est, on va vouloir le faire, hein, justement faire en sorte que toutes les créatures de la célérité, avoir la colère au cimetière par exemple. Après, en grule, ça va. Donner Ouais. la célérité, on sait faire. C'est pas trop C'est dur assez facile. franchement. Et on avait trouvé aussi un tyrannide légendaire des decks Warhammer qui s'appelait Mort subite, arme de terreur, qui dit que les créatures que tu contrôles qui sont entrées sur le champ de bataille ce tour-ci ont double initiative. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'avec Samut, bah, on piochera 2 cartes. Voilà. Après, libre à vous de mettre votre package de créatures que vous aimez qui ont déjà la célérité, ou de créatures que vous aimez sur lesquelles vous allez donner ensuite la célérité. Ça, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça va être un deck très 90 degrés dans la bouche des adversaires. Bah, Samut, c'est comment dire, mais elle va bien dans Samut du coup, si on veut Oui, pas la la jouer. première version de Samut, exactement, qui qui elle, était en voilà, Naya. qui elle donne la célérité justement aux créatures. Donc, ou dans Hans Eriksson. Oui, le gros barbu qui cheatait des créatures. Voilà, et quand elles arrivent sur le champ de bataille, elles ont la célérité. Donc à faire. On enchaîne avec Sarkhan, l'âme embrasée. C'est une créature légendaire humain et chaman. 2-4 pour 3, dont Izet. Les sorts de dragon que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. À chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que Sarkhan, l'âme embrasée, en devienne une copie jusqu'à la fin du tour. Excepté que son nom est Sarkhan, l'âme embrasée, et qu'il est légendaire en plus de ses autres types. Ah, c'est dommage, il lui manque une couleur pour être bien, quoi. Ouais. Alors, ça reste quand même... Il a au moins le rouge, c'est déjà ça, hein. Non, en voyant le truc, on s'est dit, ouais, bon, pourquoi tu jouerais ça au lieu de jouer Mirim, en fait. Bon. Cependant, bah, évidemment que vous allez devoir jouer Dragon Tribal. Il y a peut-être 2-3 trucs intéressants à faire, notamment avec Terreur d'épique, par exemple, et des clones. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de commencer à creuser dans ce sens-là. Puisque du coup, Sarkhan va pouvoir à chaque fois... En gros, je pense que la meilleure copie que Sarkhan puisse devenir, c'est de devenir une Terreur d'épique. Et après, vu qu'il y a accès au bleu, bah, on va jouer des clones, on va jouer des effets qui créent des copies de jetons... Enfin, des jetons qui sont des copies d'une créature qu'on contrôle. On peut jouer Dragon Astral. Bah justement, à part quelques exceptions comme le dragon astral, le rouge ça va être pour les dragons et le bleu pour les copies en fait, dans ce deck. Il y a quelques dragons qui valent quand même le coup en rouge, en bleu, pardon. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt, en fait, pour ça. Voilà. Sinon, on peut aussi jouer Invasion de Tarkir, qui semble quand même assez intéressant avec le deck. Voilà. Oui, bah, ça va être un tribal dragon, donc ouais. Et puis surtout, il rentre dans Ur-Dragon et dans Mirim, hein. Il a cet avantage-là. Cependant, ça commence à être compliqué de trouver des places pour les slots dans ces genres de decks, puisque des dragons, on en a tout le temps. Et de plus en plus, et de mieux en mieux, donc... Ouais. Heureusement, ça reste un réducteur de coûts, et c'est vraiment les slots qu'on a de côté pour les non-dragons, quoi. Donc peut-être qu'il va pouvoir avoir sa place quand même. Après, avoir 2 Mirim, ça semble pas mal, hein. Ouais. Parce que tu joues Sarkhan, tu joues Mirim le tour d'après, tu gardes ton Mirim, enfin ton Sarkhan qui s'appelle Mirim. Enfin non, c'est l'inverse. Et du coup, c'est ce qu'on dit. Il va dans Mirim. Il est même très bon dans Mirim. La créature suivante, c'est encore une carte Célestia, c'est Sigarda, Fontaine de Bénédiction. C'est une créature légendaire ange 4-4 pour 2, 5 colores, un vert et un blanc. Elle a le vol. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Alors ça, on en a pas mal parlé quand même, parce que on est quand même d'accord pour dire que la carte est bonne. Elle fait plein de choses, c'est vraiment cool. On a eu un peu plus de mal à la terminer
vers où on part. On sait que ça va être bien, mais on sait pas où on va. Voilà. Mais on y va. Hein. Mais ça va être bien. Dans le sens où, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs strats qui sont possibles. On peut jouer ange tribal, on peut jouer humain tribal, on peut jouer pile forte, puisque nos permanents ont la défense talismanique, donc ça compte aussi nos enchantements. Ou on peut jouer 8 bear parce que c'est dans les bonnes couleurs. Donc voilà, on s'est dit que c'était une bonne idée en fait de proposer ange tribal. Alors Giada est exceptionnel en termes de ange tribal, hein, on le sait, c'est pas le problème. Mais l'avantage c'est que du coup on a accès au vert en plus, et c'est vraiment pas indéniable. Parce que qui n'aurait pas voulu jouer son grand Cromlech pour sortir Avacyn, tu vois. Ouais, bien sûr, en fait, la rampe déjà du vert va nous permettre de lancer les anges qui peuvent être un peu chers. Justement, il faut en profiter. Et puis, bon, t'as parlé d'Avacyn. Moi, à un moment donné, j'ai quand même réalisé qu'on pouvait être le plus proche de l'invulnérable avec cette Sigarda. Si vous jouez Ange Tribal, vous rentrez Avacyn, vous rentrez la Sigarda V1. Du coup, vos permanents sont indestructibles, ils ont la défense talismanique, ils peuvent pas être sacrifiés. Ouais, voilà, c'est. Je pense pas que Sigarda prendra la place de Giada. Mais je pense que ça mérite quand même un essai, ne serait-ce que pour pouvoir jouer le dessus de la bibliothèque et la grosse protection qu'il y a en plus dessus. Bah, tu vois, je pense pas qu'elle la prendra en termes de popularité, mais je pense qu'elle va quand même être montée, parce que Sigarda finalement, Giada, c'est un réducteur de coups pour les anges. Ouais. Alors Sigarda, même si elle le fait pas dans son texte, elle le fait en ayant du vert, quoi. C'est un réducteur, enfin c'est de la rampe pour les anges, mais c'est surtout un boost pour les anges aussi. Hein. Ouais. Donc franchement, je pense ouais. Bah, je sais pas, je pense que ça va se jouer quand même. Mais ça prendra pas la place en termes de popularité, ça je suis d'accord. Pour ce qui est des 99, par contre, on s'est mis d'accord pour proposer uniquement Catilda. Puisque, on n'avait pas encore vraiment de vrais bons decks anges en Célestia à proposer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pense que Sigarda peut choper la place, on va dire. Mais dans Catilda, elle sera très bien, puisque du coup, tribal humain, ça protège les humains, c'est fort. La créature suivante, c'est Tyvar le Belliqueux. C'est une créature légendaire elfe et guerrier. C'est une 5/4 pour 4, donc Golgari. À chaque fois qu'au moins un elfe que vous contrôlez attaque, il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Chaque créature que vous contrôlez a, à chaque fois qu'une capacité de mana de cette créature se résout, mettez sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la quantité de mana que cette créature a produit. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ouais, c'est pas mal de pouvoir te dire que tu vas, en plus du mana, tu vas pouvoir en garder quelque chose sous forme de marqueur +1/+1 sur tes créatures. C'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Ouais, les elfes sont un peu réputés quand même pour avoir ce genre de capacité. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal comme tu dis. Et faut quand même pas oublier la première ligne. Hein. Ouais. À moins que... Oui. Le contact mortel sur les elfes, en fait, ça marche très très bien. C'est un peu long à dire, justement, mais en fait, ça se résume à quand vous attaquez avec vos elfes, ils ont le contact mortel. Et ce à quoi j'ai envie de répondre, Finn. Ouais, c'est vrai, on peut rajouter Finn maintenant dans les decks elfes tribaux. Parce qu'ils en avaient besoin. Éventuel infect, voilà. Ouais, pour une éventuelle victoire au poison, effectivement. Sinon, ouais, prêtresse de Titania, ça semble quand même pas mal, ça va devenir quasiment une des meilleures créatures du pack. Archidruide elfe, pareil. On a découvert j'ai redécouvert le menuisier Viridian, qui était un elfe à mana qui en fait donne du mana en fonction de sa force. Donc c'est drôle parce que du coup avec lui ça va être exponentiel. On peut bien évidemment jouer dans Tyvar les deux autres versions de Tyvar, ne serait-ce que pour pouvoir activer tout de suite nos bêta mana et transformer tous nos elfes aussi en elfe à mana. Et enfin la quête du renouveau qui permet également de dégager nos créatures très très souvent puisque ce sera à tous les entretiens. Ouais, franchement je pense que dans le pack on va vraiment rentrer énormément de d'or quoi. Là avant on jouait Latril beaucoup en elfe, et on jouait des petits elfes quand même, si on voulait être un peu plus pépouze, des petits elfes qui avaient des effets divers. Là je pense que vraiment mana en fait. Hein. Ouais, là tu vas jouer mana, tu vas... En plus, c'est con, mais t'as même pas... T'es pas obligé d'en faire quelque chose de ce mana, puisque de toute façon, tu sais que ça va être récompensé sous forme de marqueur +1/+1. Donc si en plus de ça, tu t'amuses à rajouter tous les trucs à la Hardened Scales, t'es tranquille, quoi.
Ouais, non mais ça, effectivement, si vous avez des créatures dégagées avant que votre dégagement arrive, vous engagez tout, hein. Réfléchissez pas. Puis il y avait l'elfe qui disait, qui coûte 1, qui dit que quand il attaque, tu dégages toutes les autres créatures que tu contrôles. Mais bon, par contre, faites attention, puisque on peut pas abuser des effets de dégagement et de redégagement dans le même tour, puisque ça ne fonctionne. La capacité de Tyvar ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ouais, mais on s'est vite rendu compte que là, c'était nécessaire. Oui, bah oui, parce que sinon, ça ferait encore une combo pour dévoter de druide, quoi. Tu sais, mana infini, merci, au revoir. On va se calmer. Voilà. Mais en tout cas, sinon, si jamais Tyvar ne vous va pas, vous pouvez toujours le mettre dans la trille. Ça fonctionnera très très bien aussi. Notre dernière créature légendaire, et pas des moindres, c'est Karn, l'héritage reforgé, créature artefact légendaire golem, étoile pour 5. La force et l'endurance de Karn, l'héritage reforgé, sont chacune égales à la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. Au début de votre entretien, ajoutez un mana incolore pour chaque artefact que vous contrôlez. Ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer des sorts non artefacts. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana, au moment où les étapes et les phases se terminent. Donc plus on a d'Arthos, plus on a de mana, plus Karn gonfle. Ouais. C'est une bonne carte, hein. Oui, c'est ça. Enfin, il faut que les Arthos deviennent très gros, du coup. Il faut jouer des Arthos avec beaucoup de valeur de mana, quoi. Donc immédiatement, travail de mycosynthèse, ça semble assez intéressant, puisque du coup, on va pouvoir continuer à faire grossir, et ça a quand même une bonne valeur de mana. Monument oublié, ça continue à tempo, on fait plus de mana, on gagne des points de vie, notre carte est plus gros avec. Bah ça rentre dans tout ce qui est incolore, hein, de toute façon. Là, c'est ça, voilà. Carte, de toute façon, ça va être la liste à papa incolore, avec beaucoup de rampes, un peu de stacks. On peut jouer le pont planaire, aller chercher notre golem de les colosses de pestacier, avoir un Karn 11-11 à côté. Enfin, maintenant, je pense qu'on connaît assez la chanson du deck pour se rendre compte de ce que ça peut être. Voilà. Et sinon, ça va être le deck incolore. Hein, ouais, non, franchement, c'est très bien, mais c'est pas non plus. Ça va pas. Il révolutionne pas le monde. Lui, hein. Il révolutionne rien. Voilà. Mais par contre, il fait bien, quoi. Il fait bien. Et si jamais vous voulez l'intégrer dans les 99, on a pensé à Urza, et donc le Urza mono bleu, et à Emery, qui sont tous les deux des decks qui sont basés sur les artefacts, donc Karn sera bon dedans, et en plus ils ont besoin de beaucoup d'incolores, donc ça semble plutôt pas mal. On est donc arrivé au bout de ces tout de même 22 créatures sur 50 cartes que comporte le micro-set, l'invasion des machines le jour d'après. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup, Abel, au global ? Bah, en fait, moi, ça m'a fait du bien de faire cette review parce que, de loin, j'étais pas du tout convaincu par l'extension. Et en fait, en prenant le temps de regarder chaque commandant de plus près, je me rends compte qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. On l'a dit dans la review, mais il y a des modes de jeu, justement, qui sont un petit peu changés, des couleurs qui font ce qu'elles ont l'habitude de faire, mais un peu différemment. Il y a de la synergie, même, entre les commandants, là, pour le coup. Non, franchement, je suis assez convaincu. Il y a vraiment que quelques commandants où, pour ma part, je les trouve pas intéressants, on va dire. Sinon, franchement, c'est un bon pack en fait. Hein. Ouais, j'aime bien l'aspect des cartes légendaires. Bon, à part, il y en a vraiment 2 ou 3 où ils auraient pu ne pas les faire, hein, c'était pas gênant. D'un point de vue lore, j'aime bien l'implication du fait qu'ils disent vous avez vu, il y a des personnages, du coup, ils ont perdu leur étincelle. Mais c'est un peu relou parce que c'est des trucs genre Calix, ça aurait peut-être été bien de le voir au moins une fois après. Pareil pour Kiora, pareil pour Narset, enfin, c'est des persos que moi, perso, j'aime bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, Calix, il a vraiment pas été exploité du tout, quoi. Complètement. Mais à côté de ça, on a les créatures légendaires qui étaient des Planeswalkers sont tous intéressants. Je trouve. Même Sarkhan, c'est dire. Ouais, c'est ça. Sarkhan, encore une fois, bon, à part Samut, peut-être. À la tête, je suis pas convaincu. Ouais, mais Samut, pareil, à la tête, je suis pas convaincu, mais ça reste une créature qui est ok, en fait. Hein. C'est les pas acheté. Mais, ouais, c'est...
C'est la première fois, je crois, qu'on a une micro-extension qui est si petite avec 50 cartes, donc ils ont dû faire avec ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont quand même réussi à donner des trucs bien et des trucs vraiment pas ouf. Donc, ouais. Je pense pas que ça va être des commandants qui vont révolutionner le format, mais ça va être des trucs qui permettent en tout cas des builds assez rigolos. Ça va donner des decks différents en fait. Ce que j'aime bien, c'est ça, c'est le fait de se dire on va peut-être sortir un peu des éternels classiques, quoi, justement. Là, c'est des decks qui peuvent vraiment prendre des places, pas évidemment, comme en fait on a dit pour Sigarda, ça va pas prendre la place number one popularité de la stratégie, mais ça va faire un bon nombre et ça va faire du bien de voir autre chose aux tables, justement. À voir combien seront prêts à passer le pas pour casser leur deck City et monter un deck Calix parce que ça a l'air bien. Ça a été vraiment une de mes bonnes surprises. Hein. Calix et... C'était Calix et Rocco, je crois. Et puis bah bien sûr Nashi. Ouais, Nashi, incroyable. Ouais. Tu sais, c'est quand on commençait à réfléchir aux listes et qu'on voit en fait tout ce qu'on peut faire, c'est là que je me suis dit, ouais, en vrai, ils ont bien travaillé leur truc, quoi. Enfin, voilà. C'est ça, pour moi, c'est la surprise de notre review, c'est quand t'as vraiment dit Nishedra, ma perspective s'est ouverte d'un coup. Hein. Non, moi, ma bonne surprise, je dirais que c'est, Nahiri, parce que je peux enfin jouer Nahiri à la tête d'un deck Boros. Et ça, c'est pour moi, quoi. Mais sinon, je dirais que c'est Omnixilis, pour le coup. Ouais. Moi, Omnixilis, c'est vraiment chouchou, hein. Osef sur 20 d'habitude. Et là, ça lui a fait du bien de perdre son étincelle, en fait, quoi. Encore. Bah, et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel de ces commandants vous plaît le plus et comment vous le compteriez le monter. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas parlé que vous aimeriez mettre dedans? D'ailleurs, on est désolé, mais on a parlé vraiment de beaucoup de cartes en dehors. Et on vous dit à très bientôt pour la suite où on parlera du reste des cartes de l'invasion des machines le jour d'après. En attendant, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut tout le monde!